Hugues, bienvenue parmi nous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez la zapette. Vous allez nous parler de transition numérique et de changement climatique. Merci à vous d'être là. J'ai rappelé vos états de service tout à l'heure. Le silence se faisait dans la salle. Merci à vous. Si vers 11h05, vous avez terminé, c'est pas plus mal parce qu'on a un timing qui est un peu resserré. J'espère que ce sera possible. Nous vous écoutons avec plaisir. Merci beaucoup, Hugues Ferbeuf. Merci, David. Je vais faire de mon mieux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le titre de cette keynote est peut-être interpellant. C'est en partie volontaire. Peut-être que cela permet également de rebondir sur ce qu'a dit Édouard Philippe tout à l'heure, à savoir que nous souffrons d'un manque de vision positive que voulons-nous être en 2030. Et personnellement, je pense que cette thématique, repenser la transition numérique pour qu'elle soit plus un allié pour la transition climatique que le contraire, peut être un de ces projets. Et donc je vais essayer dans les 25 minutes qui viennent de rappeler un certain nombre de faits. Édouard Philippe a également insisté sur la nécessité de tenir compte des faits. Et ces faits relatifs au changement climatique, nous les connaissons de mieux en mieux. Et nous connaissons également de mieux en mieux, même si c'est encore imparfait, les interactions du numérique avec l'environnement. Et puis, ayant parlé des faits, j'essaierai de parler un petit peu, dans le temps qui me restera, de ce que nous pouvons faire pour enclencher, si j'ose dire, cette transformation de la transition numérique. J'appuie, mais ça ne fait rien. Si. 30 secondes pour rappeler ce qu'est le Shift Project. Le Shift Project donc, est un think tank créé il y a une dizaine d'années, dont la mission unique et exclusive est d'éclairer les choix permettant de transitionner le plus vite possible vers une économie qui n'a plus besoin du carbone pour fonctionner. La façon dont le Shift Project fonctionne, c'est de créer des groupes de travail à chaque fois qu'il veut creuser un sujet, de générer un rapport qui essaye de faire le pont entre des connaissances scientifiques et des contextes soit politiques, soit économiques, et ensuite de mettre à profit les idées qu'il y a dans ces rapports pour essayer d'influencer les débats publics ou moins publics. Et dans ce cadre, nous avons effectivement travaillé sur les interactions entre numérique et changement climatique à travers 4 rapports. Et Véronique a eu la gentillesse de signaler que nous avons publié le dernier le 30 mars. Et c'est essentiellement sur celui-là que je m'appuierai pour partager un certain nombre de faits. 30 secondes également sur Virtus Management, qui est mon autre activité. C'est une société de conseil spécialisée dans la prise en compte des transitions diverses et variées qui se présentent aux entreprises et dans une optique de les convertir en levier de développement. Et grâce à une approche systémique, le mot est très important, et pragmatique. Et la raison pour laquelle je mentionne tout ceci, c'est que ce sujet qu'on pourrait appeler le rapprochement des transitions numériques et environnementales, mais que je préfère appeler le couplage de ces transitions, est devenu un sujet que je vois effectivement poindre dans un certain nombre d'entreprises et qui donne d'ores et déjà lieu à un certain nombre de réflexions et de plans d'action. Et je reviendrai là-dessus à la fin de l'exposé. Je vais dire 2 mots sur le contexte, puisque Véronique en a déjà parlé. Je dirais 3 mots sur l'urgence climatique, car si j'ose dire, elle n'a jamais été aussi forte. Je rappellerai donc ensuite quelques faits décrivant non seulement les conséquences du numérique sur l'environnement, mais quelles sont les dynamiques à l'œuvre pour orchestrer ces conséquences. J'indiquerai également que le numérique peut effectivement être un des outils pour lutter contre le changement climatique. Je ne fais donc pas partie
des gens qui pensent que par nature, la technologie est incompatible avec l'environnement. Je ne fais pas partie non plus des technosolutionnistes qui pensent que par nature, la technologie est une solution. Et enfin, je finirai par quels sont les principes, quelles sont les idées, pour reprendre là encore l'expression d'Édouard Philippe, que l'on peut mettre en avant au sein des entreprises pour s'atteler à ce couplage de ces deux transitions. Un peu de latence, pas de 5G. Donc le contexte, en France, Véronique en a parlé, il est exact que cette thématique a profondément évolué en 4 ans, passant d'un débat de spécialistes à un débat public, voire même institutionnel, puisqu'il y a effectivement une loi qui s'appelle de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la REN en bon jargon, qui est issue d'une proposition du Sénat, qui vient de passer à l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui en 2e lecture à nouveau au Sénat. Parallèlement à ces initiatives institutionnelles, je pense pouvoir dire que le secteur des entreprises est un de ceux qui a été le plus réactif et qui s'est mobilisé en premier par rapport à ce sujet, notamment à travers un groupe de travail que le SIGREF a lancé fin 2019, et qui s'intitulait Sobriété numérique, et j'en dirai un mot tout à l'heure à la fin de l'exposé également. Ce qui est très important, c'est que le contexte évolue également, et plutôt dans le bon sens, en Europe. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité d'évidence, les acteurs numériques dominants ne sont pas européens. Et donc, si nous voulons avoir un impact significatif sur les modalités de la transition numérique, probablement, la seule chance que nous ayons de le faire, c'est d'utiliser la force du marché européen pour créer un certain nombre de conditions qui engendreront des changements de stratégie et des changements de positionnement de la part de ces acteurs dominants. Je pense particulièrement aux GAFAM et à quelques fournisseurs d'équipements. Donc, au niveau européen, quelque chose qui est passé relativement inaperçu en France, mais qui est très important, une résolution du Conseil européen qui a spécifiquement porté sur la problématique de savoir comment le numérique peut agir pour l'environnement. Et poser la question ainsi, c'est déjà reconnaître que ça ne va pas forcément de soi. Cette résolution est suivie, ou comporte plutôt, un certain nombre de décisions ou un certain nombre de demandes vers notamment la Commission européenne de façon à enclencher un certain nombre de réflexions et un certain nombre de plans d'action qui, effectivement, un jour ou l'autre, se traduiront par des réglementations, des directives et, on peut l'espérer, des consensus les plus larges possibles au sein des différents pays européens. Quelques mois après cette résolution du Conseil, formation d'une initiative peut-être un peu comparable à l'initiative Planet Tech Care, mais au niveau européen. Donc c'est la European Green Digital Coalition, qui regroupe, je crois aujourd'hui, une trentaine de grands acteurs du numérique et qui se sont donc tous engagés à, là aussi, mettre en place des initiatives pour contribuer à l'objectif qui a été fixé par le Conseil européen. Et aujourd'hui, tout ceci se décline. Il y a aujourd'hui une unité au sein de la DG Connect,
de la Commission européenne qui s'intéresse et qui travaille exclusivement sur ce sujet. Et puis un certain nombre d'initiatives transeuropéennes, y compris académiques, qui essayent de mettre en commun un certain nombre de travaux et de réflexions qui finalement sont assez similaires dans un certain nombre de pays, mais qui pour le moment ont été menées de façon parallèle. Alors, ayant parlé du contexte, je voudrais parler d'un autre contexte qui est celui de l'urgence climatique. Il y a quelques jours, des extraits du futur rapport du GIEC qui sera officiellement publié début 2022, mais qui sera en fait totalement finalisé en septembre et qui l'est aujourd'hui à 98%. Donc un certain nombre de fuites ont eu lieu qui ont montré que l'urgence climatique est encore plus urgente qu'on ne le pensait. Et je vais essayer d'illustrer ce point par 2 slides. Ce que montrent les modèles les plus récents, donc ceux qui alimentent ce rapport, c'est que le réchauffement est en fait plus rapide que ce que l'on pensait il y a encore 5 ans. Et que donc, à 90% de certitude, nous observerons un réchauffement de 1,5 degré, non pas en 2100, mais en 2030. La deuxième chose, et donc les conséquences qui avaient été anticipées de ce réchauffement à 1,5 degré, eh bien, se matérialiseront non pas en 2100, mais en 2030. D'où ce qu'indique le Haut Conseil sur le climat dans son dernier rapport, de la nécessité de travailler d'urgence à des mesures d'adaptation à ce réchauffement qui, de toute façon, est en train de se produire. La deuxième chose que montrent ces modèles, c'est que les choses sont jouées jusqu'en 2040-2050. C'est-à-dire, quoi que nous fassions, nous aurons ces 2 degrés de réchauffement avant la deuxième moitié du siècle. Les modèles utilisés divergent sur un certain nombre de points, mais ils coïncident tous sur ce point-là. Alors, me direz-vous, à quoi cela sert-il de faire quelque chose si les choses sont déjà jouées? Eh bien, en fait, ce qui se passera après 2040-2050 va être quasiment intégralement conditionné par ce que nous ferons ou ce que nous ne ferons pas dans les 10 ans qui viennent. Et vous observez bien que les différentes courbes commencent à diverger, en fait, donc au-delà de 2050. Et la façon dont la réalité rejoindra ces trajectoires dépendra en fait de notre capacité à réduire suffisamment et suffisamment vite les émissions dans les 10 ans qui viennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour rester sous les 2 degrés de réchauffement, plus exactement pour ne pas monter au-delà des 2 degrés de réchauffement, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut, et il suffit peut-être, de diviser par 2 notre niveau d'émission en 10 ans. Et je pense que, dit comme ça, vous avez conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire. Concrètement, si nous réalisons cette division par 2 à effort constant, ça signifie qu'il faut réduire de 7% par an nos émissions tous les ans.
7% par an. 7%, c'est à peu près ce que la crise Covid a permis de générer de façon, je dirais, impromptue et inorganisée l'an dernier. Malheureusement, les dernières mesures montrent que nous sommes d'ores et déjà revenus à un niveau d'émission qui est celui de 2019 et non pas celui de 2020. Et donc, je vous demande de garder en tête ce chiffre de 7%, puisque finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par défaut, tout secteur économique doit s'organiser pour réduire de 7% ses émissions tous les ans. Et que donc, un secteur qui ne parviendrait pas à le faire imposerait finalement des contraintes supplémentaires à tous les autres secteurs pour compenser ce qu'il n'arriverait pas à faire. La dernière chose que je voudrais dire sur ces faits relatifs au climat, c'est que on parle souvent d'augmentation de température moyenne. C'est en fait simplificateur et un peu trompeur, parce que le 1,5 degré, il peut signifier en différents endroits du globe quasiment pas de changement de température, dans quelques parties de l'océan par exemple, mais il peut signifier également une augmentation de température de l'ordre de 10 degrés. Et c'est ce qui est en train de se produire dans l'Arctique. Et bien évidemment, autant on peut se dire une augmentation de température d'1 degré, finalement, c'est tout à fait supportable. Autant lorsqu'on parle de 10 degrés, on peut effectivement anticiper que les conséquences sont autrement plus compliquées à gérer. Voilà donc le cadre dans lequel, pour se cantonner à la perspective climatique, et sans oublier les autres problématiques environnementales, mais elles sont en partie liées, voici donc le cadre qu'il faut avoir en tête lorsque on va s'intéresser à la manière dont le numérique peut servir ou desservir la lutte contre le changement climatique. Alors, venons-en aux faits. Les dynamiques qui sont à l'œuvre dans la transition numérique, elles sont résumées en fait par ce schéma. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'appelle Technology Affluence sur ce schéma, c'est en fait notre proportion, c'est notre intensité d'utilisation du numérique. Et par utilisation, j'entends à la fois acquisition d'équipements numériques ou utilisation de services numériques. Et ça, bien évidemment, plus cette intensité d'utilisation augmente, plus elle va avoir tendance à faire augmenter la consommation d'énergie et donc les émissions. Inversement, les progrès technologiques permettent de réduire l'intensité énergétique d'usage ou de technologie. Et donc de compenser, en principe, l'augmentation des volumes des activités numériques. La façon dont tout cela se traduit en émissions dépend de l'intensité carbone de l'énergie utilisée, sachant que, comme c'est évident, le réchauffement climatique est un problème global et ce qui compte finalement, c'est la façon dont les émissions globales vont évoluer. Et donc pour cela, on sait qu'il faut décarboner le plus vite possible l'énergie utilisée. Mais on sait également, et je n'ai pas le temps malheureusement de l'expliquer en détail, qu'on ne pourra décarboner suffisamment vite l'énergie utilisée que si l'on arrive à réduire notre consommation d'énergie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport publié il y a 2 ou 3 mois qui montre que la seule façon de respecter la trajectoire de degrés, c'est de réduire d'à peu près 20% la consommation d'énergie entre aujourd'hui et 2030. Alors, finalement, les chiffres que je vais vous présenter résultent du croisement
de ces différentes tendances. Et pour l'instant, le croisement de ces différentes tendances, il aboutit non seulement au fait que la part du numérique dans les émissions n'est plus marginale, mais il aboutit au fait que ces émissions augmentent à un rythme de 6%. Et ce 6%, il est à comparer évidemment avec la contrainte de réduction de moins 7%. Nous avons donc une situation où aujourd'hui, la façon dont nous utilisons le numérique est en train de rendre la résolution du problème climatique plus compliquée. Et la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, en tout cas pour les 10 ans qui viennent, ça n'est pas la technologie qui va nous sauver. Si je reviens sur le schéma précédent, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où les gains d'efficacité énergétique dus au progrès technologique sont en train de se ralentir plutôt que de s'accélérer. Il y a aujourd'hui, dans les laboratoires, un certain nombre de technologies qui pourront sans doute permettre d'inverser cette tendance. Mais nous savons également que ces technologies ne seront pas industrialisées avant 2030. On ne peut donc pas compter sur elles pour résoudre l'équation que j'ai présentée jusqu'ici. Et donc c'est pour cela que la seule façon aujourd'hui, à tout le moins, de stabiliser l'évolution de l'empreinte carbone du numérique, c'est de recourir à ce qu'au sein du Shift Project, nous avons appelé la sobriété. Sobriété, ça ne veut pas dire l'abstinence. La sobriété, ça veut juste dire essayer d'être un peu plus regardant aux ressources numériques que nous utilisons et essayons également de nous poser des questions sur l'intérêt réel d'un certain nombre d'usages numériques par rapport au niveau de contrainte que représente aujourd'hui l'urgence climatique. Et donc, ce qui se passe sur les émissions est une traduction directe de ce qui se passe sur la consommation d'énergie. Et il n'y a pas guère de commentaires à faire en plus que ceci, sauf à constater que la croissance actuelle de la consommation énergétique du numérique aboutirait à un doublement de cette consommation, alors que j'ai dit il y a 2 minutes que globalement, il faut réduire de 20% la consommation d'énergie d'ici 2030. Alors pourquoi est-ce que nous avons tout ça? Je vais passer assez vite parce qu'il me reste 7 minutes. Eh bien, comme l'a dit Véronique, une source majeure d'émissions, c'est la production des équipements. Et dans ces équipements, c'est essentiellement la production des terminaux. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 20 milliards d'équipements numériques en service dans le monde. Et ce parc a augmenté à un taux de l'ordre de 10% par an dans la décennie qui nous précède. On s'attend à ce que ce parc augmente plus vite dans les 5 ans qui viennent. Et si ça se produit effectivement, eh bien en 2025, il n'y aura plus 20 milliards de terminaux, mais il y en aura 40 milliards, c'est-à-dire 2 fois plus. Et bien évidemment, ces terminaux, plus ils sont nombreux, plus ils consomment. Et pour qu'ils soient plus nombreux, eh bien, il faut en produire de plus en plus. Aujourd'hui, ça n'est pas sur le schéma, mais on produit environ 4 milliards d'équipements numériques par an. Il est probable qu'en 2025, on en produirait 8 milliards par an. Donc la tendance d'augmentation finalement des émissions est largement due à cette augmentation du parc des équipements numériques. Et va être essentiellement due à
au déploiement, finalement, de l'approche Internet des objets, et donc à la multiplication des modules numériques que l'on va implanter dans les objets du quotidien ou dans les objets industriels. Ce qui est vrai au niveau des terminaux, mais malheureusement également au niveau des data centers. Il est clair que la migration vers le cloud et plus spécifiquement vers les data centers de type hyperscale augmente considérablement l'efficacité énergétique et donc pour un niveau de demande donnée permet de réduire la consommation d'énergie. Le problème, c'est que le niveau de demande augmente plus vite que la capacité à réduire la consommation d'énergie. Et par ailleurs, il est probable que l'essor de l'Internet des objets coïncide avec l'essor de l'edge computing, qui, sans qu'on sache très exactement aujourd'hui à quoi il va ressembler, va quand même aboutir plus ou moins à un redéploiement en fait, d'instances de calcul et de stockage de données de façon décentralisée. Et donc, en quelque sorte, le mouvement de centralisation qui correspond à la création des hyperscales va être compensé par un mouvement de décentralisation qui risque d'avoir un impact négatif sur l'efficacité énergétique. Et enfin, en ce qui concerne les réseaux, la grande évolution des dernières années, c'est finalement le portage des usages sur les réseaux mobiles. Et autant aujourd'hui, la consommation énergétique des réseaux fixes diminue grâce au passage en fibre optique, autant la consommation énergétique des réseaux mobiles est en train d'exploser, notamment du fait de la généralisation des usages vidéo, qui sont énormément consommateurs de bandes passantes et qui donc vont sous-tendre en fait, des taux de croissance de trafic qui risquent de perpétuer celui qui a été observé dans les dernières années, c'est-à-dire au niveau mondial, 55% de croissance par an. Et bien évidemment, si nous restons sur toutes ces tendances, eh bien, nous continuerons à avoir une envolée des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. Alors, première conclusion, il faut donc revoir nos usages numériques et faire en sorte d'être un peu plus regardants finalement sur la manière dont nous concevons, sur la manière dont nous exploitons, sur la manière également dont nous choisissons de garder ou de ne pas garder des équipements qui sont là depuis longtemps. Je pense au decommissioning qui a un impact considérable sur ces chiffres. En parallèle, l'autre pan de la sobriété numérique, c'est d'essayer de privilégier des usages numériques qui vont effectivement être porteurs de conséquences positives en termes d'émissions. Dit de façon plus claire, c'est comment utiliser en fait, le potentiel d'optimisation ou de substitution qu'apporte la numérisation pour contribuer à réduire les émissions d'autres secteurs. Et il est clair que certaines initiatives de numérisation recèlent ce potentiel et il faut les privilégier. Il est clair également que certaines numérisations ne recèlent aucun potentiel. Parmi les objets connectés, il existe d'ores et déjà des poêles à frire connectés. Il est compliqué d'identifier comment le fait d'avoir une poêle à frire connectée va permettre de réduire des émissions quelque part. Par contre, bien évidemment, rendre un chauffage plus intelligent recèle un potentiel d'évitement d'émissions. Et la question va donc être de savoir comment qualifier en fait ces différentes initiatives de façon à les prioriser et ensuite de s'assurer que ce potentiel va effectivement se réaliser. Comme je suis pris par le temps, je vais aller très vite.
Si on prend l'exemple des ampoules intelligentes, vous pouvez lire le rapport du Shift Project d'octobre 2020 qui vous expliquera pourquoi le fait d'avoir une seule ampoule intelligente dans un salon n'est pas intelligent du tout. Par contre, le fait d'équiper un immeuble de bureau d'ampoules intelligentes, d'un système intelligent, dans des salles qui sont utilisées par des gens différents à des moments différents, peut effectivement produire une économie d'énergie allant jusqu'à 40%. Donc, on voit bien donc qu'il ne s'agit pas de dire simplement telle technologie est bonne ou n'est pas bonne. Il s'agit d'identifier en fait des conditions d'application qui vont lui donner une chance d'être bonne. Il faut donc outiller la réflexion et l'action. Et comment peut-on outiller la réflexion et l'action au sein d'une entreprise utilisatrice? J'y viens. Bien, tout d'abord, pour reprendre également ce que disait Édouard Philippe, il faut effectivement des principes. Et parmi ces principes, eh bien, quelque part, il faut retrouver la maîtrise d'un certain nombre de choses que nous avons un peu perdues de vue. Par exemple, il faut retrouver la connaissance et la maîtrise de nos volumes, en particulier de nos volumes de données. Parce que finalement, la conséquence du cloud, c'est que comme il est très facile d'augmenter sans douleur en fait, la capacité, eh bien, on ne se préoccupe plus trop finalement du niveau de la demande que l'on génère. Ensuite, il faut effectivement s'outiller de façon à pouvoir mener des études d'impact. Et c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai également pour les collectivités territoriales, et certaines d'entre elles sont en train de s'organiser pour cela. Et enfin, je crois qu'il faut aller au-delà du concept de bonne pratique. Il faut vraiment se dire que, compte tenu du fait que, à la fois la transition environnementale devient un fait majeur pour les entreprises, et comme la transition numérique est d'ores et déjà un axe central de la stratégie de développement des mêmes entreprises, eh bien, coupler ces deux transitions, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un véritable projet d'entreprise. Il faut donc pouvoir s'appuyer sur un cadre qui va être suffisamment systémique, qui va pouvoir s'appliquer à suffisamment de processus de décision au sein de l'entreprise et pas seulement au sein de la DSI, et qui va pouvoir être présent comme un référentiel auquel vont pouvoir se référer les différentes parties prenantes de l'entreprise. Là également, je n'ai pas le temps de le décrire en détail, mais je serai ravi de vous donner plus d'explications un peu plus tard. Merci Hugues.